Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. Bruno Gollnisch, vous avez été choqué par la suspension de la chaîne sur YouTube de TV Liberté. Oui, Pourquoi ? je le suis parce que le motif invoqué me paraît extrêmement mince. Cette chaîne aurait diffusé peut-être par mégarde des images qui seraient protégées par le droit d'auteur, ce qui est, il faut le dire, extraordinairement courant sur les réseaux sociaux et ne justifiait absolument pas une telle interdiction aussi grave qui s'apparente à une censure. Je crois que d'ailleurs on n'a pas mesuré que le pouvoir d'ouvrir ou de fermer le robinet était une véritable censure, dépourvue de toute protection juridictionnelle. Et ça me paraît assez sérieux. Il faut donc aider, soutenir TV Liberté, le regarder sur Internet. De la même façon, d'ailleurs, je saisis cette occasion pour protester également contre la suspension de la diffusion en Normandie de Radio Courtoisie, l'excellente Radio Courtoisie, où j'étais récemment encore invité par Michel de Rostolan. C'est tout à fait regrettable. Ce qui devrait être le fait, c'est que Radio Courtoisie devrait être autorisée à émettre partout sur le territoire français. Parce que cette radio représente évidemment une sensibilité que partagent des millions de Français et qui n'est pas représentée par ailleurs, ou pratiquement pas, dans le paysage audiovisuel français. C'est là où on mesure effectivement la différence entre ce qui passe et ce qui ne passe pas, parce que c'est vrai que pour TV Liberté, on a vu la même chose avec Génération Identitaire, qui a vu ses comptes bloqués sur les réseaux sociaux. Donc c'est une tendance générale. Et ça vous inquiète ? Oui. Ça vous inquiète pour la liberté d'expression. On a beaucoup entendu parler, Bruno Gollnisch, de la santé de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que c'est grave ? Jean-Marie Le Pen est hospitalisé. Je l'ai eu fréquemment au téléphone, fort et clair, commentant l'actualité. Et je l'ai vu avant-hier. Je peux vous dire qu'il est debout, enfin, ou assis dans l'espace confiné que représente une chambre d'hôpital, c'est vrai. Il a malheureusement des bronchites à répétition que ses médecins veulent absolument éradiquer en pratiquant toute une série d'examens. Mais alors pourquoi dramatiser la situation ? Je peux vous assurer qu'il n'est pas à l'agonie. Voilà. C'est peut-être que certains commentateurs ont pris leur désir pour des réalités, je ne sais pas. Alors, et je lui souhaite un bon anniversaire, puisque c'est aujourd'hui l'anniversaire de ses 90 ans. Voilà. Et dans l'attente de pouvoir lire ce qui sera sans doute passionnant, aussi passionnant que le premier tome, je pense, et plus encore d'actualité, le deuxième tome de ses mémoires. Alors, une bonne nouvelle en France, c'est que le décret qui va fixer la limite de vitesse à 80 sur les routes secondaires sans séparateur central va enfin passer à partir du 1er juillet. Donc le Premier ministre a publié le décret. C'est une bonne chose, ça va sauver des vies. Non. Ça ne va pas sauver des vies. D'ailleurs, je vous en donne un exemple, c'est le Danemark. Au Danemark, on a fait exactement la démarche inverse. La vitesse maximale sur les routes secondaires est passée de 80 à 90 km/h et les accidents ont diminué de 20%. Bon, alors, je ne crois pas du tout aux prétendues études dont la valeur scientifique est extrêmement discutable, qui servent de base à une mesure aussi générale, alors que ce qu'il fallait, c'était bien sûr laisser aux autorités locales, aux départements, aux maires, la faculté de limiter la vitesse là où c'est dangereux. Moi, je comprends très bien qu'on limite la vitesse à 50 à l'heure, et même moins, par exemple, à l'abord d'un virage dangereux, comme j'en connais quelques-uns dans ma campagne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 40% des accidents mortels sont dus à des défauts de l'infrastructure routière, ce qu'on ne dit pas, que l'entretien des routes a diminué dans le budget de l'État de 100 millions d'euros. Or, c'est exactement le montant que l'État vient de dépenser pour installer de nouveaux radars ultra sophistiqués. Il est vrai que la diminution de la vitesse permet d'augmenter de 300% le rendement de ces radars. Il y a des radars comme ça qui flashent jusqu'à 4500 fois par jour. Alors on me dit que par exemple qu'il fallait légaliser l'avortement, qu'il faut légaliser le cannabis, parce qu'on ne peut pas s'opposer à des pratiques qui sont générales
Mais là, s'agissant des automobilistes, là, on ne se gêne pas, on matraque, sans se poser la question de savoir si telle limitation de vitesse est parfaitement justifiée ou pas. Il faut savoir également que chaque année, la répression routière est cause de 75 000 licenciements. C'est-à-dire ce sont des gens... Les commerciaux qui sont sur la route et qui perdent des chauffeurs de poids lourds, de taxis, tout ce que vous voulez, des gens qui perdent leur permis, parce que surtout, ils roulent beaucoup, donc ils multiplient même, j'allais dire à l'insu de leur plein gré, les occasions de commettre une petite infraction, de perdre un point par-ci ou un point par-là. Et au bout du compte, ils se retrouvent sans permis et ils sont privés de leur emploi. C'est vrai que souvent, ce sont des gens qui n'ont pas d'accident, qui roulent beaucoup, mais ils ont quand même violé la loi. 96% des procès-verbaux ont trait à de petits dépassements qui, la plupart du temps, ne menacent pas la sécurité. Que ces petits dépassements doivent être soit sanctionnés par une amende, je peux le comprendre. Qu'ils soient sanctionnés de la façon dont ils le sont aujourd'hui, c'est inadmissible. En tout état de cause, moi je me réjouis de savoir que ce décret va être attaqué. Il est attaqué, je crois, d'ores et déjà devant le Conseil d'État par certaines associations. Je crois l'association de l'Automobile Club des avocats, une autre association de Ligue de défense des automobilistes. Et je suis automobiliste, comme beaucoup de Français, et j'essaie de conduire prudemment. Bien sûr, je ne commets pas d'infraction, mais je me propose également d'attaquer, je vais attaquer ce décret devant le Conseil d'État et je vous tiendrai informé des suites de la procédure. Alors, les Français en ont peut-être effectivement assez de ce qui se passe sur la route. On réduit de plus en plus les libertés. Il était un temps où il était agréable de conduire et beaucoup de gens se réjouissaient de prendre la route. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et ils en ont assez. Et il y a une autre question aussi pour laquelle ils en ont assez, c'est la question des migrants et c'est la question de l'Union européenne qui est en train de s'effondrer. Mais on a l'impression qu'il en faut toujours plus. Et là aussi, il faut toujours plus embêter les citoyens. Oui, mais on met dans la tête des gens qui sont des salopards s'ils refusent l'invasion de leur propre pays. Voilà, s'ils veulent rester chez eux. C'est quand même extraordinaire, ça. Alors, ça continue d'arriver. Et évidemment, les responsables, allons nous apitoyer sur le sort de ces enfants déshydratés, de ces gens qui se noient, etc. Enfin, les premiers responsables, quand quelqu'un vient du Soudan et arrive en Méditerranée, il a traversé auparavant 10 pays africains qui sont incapables de contrôler leurs frontières. Ils se sont massés sur les côtes libyennes. Monsieur Macron a dit que la décision de mon ami Salvini de refuser de recevoir le fameux bateau Aquarius était hypocrite et qu'elle était inadmissible parce qu'elle se substituait aux autorités libyennes. Mais je rêve. Où sont les autorités libyennes? Les côtes, grâce notamment à l'action militaire de la France qui a détruit l'État libyen à l'instigation de M. Bernard-Henri Lévy, sous Sarkozy, il n'y a plus d'autorité en Libye, ou s'il y a une autorité en Libye, elle est responsable. Le bateau Aquarius est allé chercher les gens à 12 000 marins des côtes, je l'ai dit déjà la dernière fois, je n'y reviens pas. Alors évidemment, à côté de ça, on se formalise, on se scandalise de la décision de M. Trump. M. Trump fait quelque chose d'horrible, d'abominable, de cruel, il sépare les parents des enfants. En réalité, je crois que M. Trump souhaiterait que les familles restent unies, mais de l'autre côté de sa frontière. Seulement, selon la loi américaine, il n'a pas la possibilité d'expulser les enfants. Voilà. Alors, pour ces raisons-là, les candidats à l'immigration illégale venaient avec leurs enfants dans l'espoir de ne pas être expulsés. Mais il y a une politique de fermeté. Je pense que c'est cette politique de fermeté qui est la seule de nature à faire tarir ce flot d'immigration. Je pense qu'il faut faire de la publicité dans les pays d'origine pour leur dire ne venez pas, quoi qu'il se passe, si vous venez sans titre de séjour, si vous venez sans avoir fait acte de candidature dans les ambassades ou consulats français, comme le réclamait ce matin encore sur France 2 Marine Le Pen, eh bien votre demande sera rejetée et vous serez reconduit dans votre pays d'origine.
Et là, on voit la faillite de l'Union européenne parce qu'il n'y a rien de sérieux qui soit proposé. Vous seriez favorable, par exemple, à la solution australienne qui consiste à raccompagner les bateaux chez eux et empêcher tout débarquement? Oui, je l'ai dit déjà, oui, oui, absolument. Et alors, vous avez parlé il y a quelque temps de Mamoudou Gassama en disant que la meilleure solution pour lui, à votre Serait avis, de c'était- l'enrôler comme sous-officier, voire peut-être comme officier, en fonction de son niveau d'instruction, dans un bataillon compétences. malien que l'on constituerait en France pour relever nos troupes au Alors, Mali en percevant une solde régulière. Alors j'ai Il constaté... vous a écouté parce qu'il est retourné au Mali. Il est retourné au Mali où il a reçu un accueil triomphal, on voit, ce qui quand même pose un problème, parce qu'on le voit sous les acclamations de la population, dans des voitures découvertes, en convoi. Tout ça est extrêmement sympathique. Mais d'autre part, est-ce que tout ça ne prouve pas qu'il n'était aucunement menacé dans son pays? Qu'il n'avait donc aucun titre à réclamer l'asile politique? Que tout cela, c'est affaire de migrants, de migration économique, de personnes qui viennent illégalement sur notre territoire dans l'espoir de bénéficier du système français, du système de welfare, comme l'on disait, d'État-providence, si vous préférez, qui est de moins en moins d'ailleurs providence, et surtout de moins en moins providence pour les Français les plus démunis. Alors, une décision de justice vient d'être prise contre Marine Le Pen, qui est donc, dont la condamnation à payer 300 000 € est confirmée. Ça vous semble normal? Cette affaire est de bout en bout absolument scandaleuse. C'est assez extraordinaire d'ailleurs parce que le même tribunal, composé de la même façon, se contredit d'un arrêt sur l'autre. Dans mon cas, par exemple, ma réclamation contre l'incroyable diktat du secrétaire général concussionnaire, M. Welle, qui exige d'un seul coup le remboursement de travail d'assistant dont on ne peut contester la matérialité sérieusement. Toute la presse française et internationale peut porter témoignage du fait que Catherine Griset, par exemple, était bien l'assistante de Marine Le Pen et travaillait à ses côtés. Bon. Dans mon cas, le tribunal dit « vous auriez pu, contestant la décision infâme du secrétaire général, c'est moi qui ajoute infâme, hein, bien sûr, vous auriez pu nous apporter des preuves nouvelles. » Bon, je n'avais apporté qu'un constat d'huissier, 600 pages de notes rédigées par mon assistant, une liste de toutes les personnalités avec lesquelles il assurait le contact, une liste de toutes les émissions de radio ou de télévision que j'avais préparées avec lui, etc. Mais on me dit, vous auriez pu, au cours de cette procédure, apporter des preuves nouvelles. Alors c'est ce qu'a fait, dans le cas de son assistante Catherine Griset, Marine Le Pen. Elle a apporté des preuves nouvelles, en quantité surabondante, qui prouve la matérialité du travail de l'excellente Catherine Griset à ses côtés. Et là, le même tribunal lui dit « Ah ben non, c'est irrecevable, pour tardiveté, c'est trop tard, c'est devant le secrétaire général qu'il fallait les produire, sauf que le secrétaire général ne les a pas demandés. » Voilà, c'est un exemple de forfaiture pratiquée par cette institution dont je pense il n'y aurait aucun exemple dans aucun autre parlement au monde. C'est une des facettes de notre persécution civile, pénale, financière, contre laquelle nous allons ardemment nous défendre. Bruno Gollnisch, merci. Merci.